Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum في la nouvelle séance de cours l'économie monétaire. Dans la séance, on va voir la demande de la monnaie. Un chapitre qui est très essentiel. On va voir les hypothèses de la théorie classique, néoclassique. On va voir les hypothèses de la théorie keynésienne et les hypothèses de la théorie monétariste avec Milton Friedman. Donc, le chapitre il est très essentiel parce que les profs quelques livres ça au niveau des examens. Donc, on va voir comment la demande de monnaie euh, a été étudiée selon les différentes euh, hypothèses. Donc, les théories monétaires, عندنا واحد la question principale اللي كنجاوبوا عليها هاد le chapitre. Donc, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que la monnaie est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'économie? Donc, c'est la question principale. Fait, le chapitre de la demande de monnaie, on cherche à savoir est-ce que la monnaie est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'économie. Donc, chaque école a des hypothèses, a les fondements. Donc, on va voir quels sont les fondements théoriques des classiques et néoclassiques. Donc, bien sûr, on va voir la théorie classique et néoclassique, les hypothèses de la théorie keynésienne dans un deuxième temps, et par la suite, on va voir les hypothèses de la théorie monétariste, comme j'ai précisé avec Milton Friedman. Donc, pour ne pas tarder, on va passer pour les classiques et néoclassiques. Ce qu'il faut savoir, on a déjà euh, l'hypothèse de la théorie classique et néoclassique. Les néoclassiques, c'est les, euh, les, les économistes qui ont pris ce que les classiques ont fait et bien sûr ce qu'on appelle les marginalistes. Donc, les classiques et les néoclassiques adoptent une approche de monnaie neutre. Pour eux, il faut laisser les mécanismes du marché fonctionnent sans aucune intervention de l'État. La main invisible, la loi de C. Très bien. Donc, comme toujours يعني جميع les modules اللي قريتهم فاش كتشوفوا لا تيوري كلاسيك كتعرفوا انه من بين لي برينسيپ ديال لا تيوري ou bien ديال لي كلاسيك سي le non intervention de l'État, c'est-à-dire l'État gendarme grâce l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Puis même la même chose. Maintenant pour eux gagner la monnaie, il adopte une approche de monnaie neutre, c'est-à-dire la monnaie n'a pas d'influence sur les grandeurs de l'économie, n'a pas d'influence sur l'économie. Donc pour eux, il faut laisser les mécanismes du marché fonctionner sans aucune intervention de l'État. Donc on va voir yani, je nous mets donc les principes de la main invisible, de Adam Smith, qui dit que les marchés vont être réglés eux-mêmes, sans intervention de l'État, parce que le boucher va chercher le meilleur pour lui et le consommateur il va chercher le meilleur pour lui et voilà on va voir l'interaction des intérêts et ce qu'on va arriver à la création du profit le plus agréable. Donc on a dans la main invisible عندنا la loi de C. De chaque offre crée sa propre demande. Donc, la loi de C, la loi de Jean Paty Say, l'économiste français. Donc, ce sont les principes de base اللي كتبنى عليهم l'école classique. L'horizon du raisonnement de l'école classique est pris à long terme. C'est-à-dire ils ont une vision de long terme, un raisonnement méthodologique à la marge. Et les mathématiciens de génie, est-ce qu'un raisonnement méthodologique à la marge, c'est parce que c'est les marginalistes qui ont introduit les mathématiques dans l'économie. Avec Alfred Marshall et Warlas, donc les marginalistes, les, les néoclassiques qui ont inventé ou bien qui ont introduit les mathématiques dans l'économie. Et on appelle les mathématiciens de génie qui n'accordent à l'État que le rôle gendarme, sans intervention de l'État. Ainsi, les deux principes de base, la rationalité des agents économiques et la loi
de chaque offre crée sa propre demande. La rationalité des changements économiques, comme on a déjà précisé, chaque consommateur et chaque producteur, il est conscient de ses actes, il cherche le meilleur pour lui. Il cherche à optimiser son utilité et sa satisfaction et optimiser يعني, l'utilisation de son revenu. Donc, هذا هو le principe de base اللي كنطلقوا منه la rationalité des agents économiques. La théorie monétaire des classiques et néoclassiques est une théorie décotomique. هنا, je souligne يعني, les mots que vous pouvez utiliser lors de la rédaction. L'approche de monnaie neutre, ou bien la théorie décotomique de la monnaie, l'approche de la monnaie neutre. Donc, car il considère que la monnaie est neutre et n'a pas d'influence sur le sphère réelle. هذا هو l'essentiel. Vous gardez à l'esprit dans la théorie monétaire des classiques et néoclassiques, c'est une théorie dichotomique parce qu'il considère que la monnaie n'a pas d'influence sur le sphère réel. Le sphère réel, c'est-à-dire la production, le niveau de production. Parce que la production, il est en fonction de quoi? Il est en fonction du facteur de capital et de travail. Donc, il n'y a pas une place pour la monnaie. Cela veut dire que les classiques et les néoclassiques n'accordent aucune importance à la monnaie. Pour eux, la monnaie, ce n'est qu'un outil qui permet aux agents économiques d'effectuer des transactions. Donc, c'est bien clair. Ça, c'est d'une part. Par la suite, euh, maintenant, deux questions de préoccupation majeure sur lesquelles les classiques ils vont y répondre. Autre question, c'était comment se détermine le niveau de production. Comment se détermine le niveau de production? Parce que si on prend donc les hypothèses de la théorie classique, néoclassique, euh, il se trouve efforcé de répondre à deux questions de préoccupation majeure. La question, c'est comment se détermine le niveau de production. Comme on a déjà précisé, par rapport à cette question, la production sera déterminée sans recours à la monnaie. Sans recours à la monnaie. Puisqu'il est en fonction du travail et du capital. هادو les facteurs de production. Et c'est une production de plein emploi. Plein emploi, c'est-à-dire que les facteurs de production sont à leur niveau maximal. Par la suite, la deuxième question, c'est comment se détermine le niveau des prix. Voilà, comment se détermine le niveau des prix. Et ici, il faut distinguer entre deux choses. Les prix relatifs et les prix absolus. Parce qu'il y a une différence. Quand on dit le prix relatif, c'est le prix d'un bien par rapport à un autre bien. C'est bon. Mais quand on dit le prix relatif, c'est-à-dire relativement à un autre bien. Le prix d'un bien, donc je vais dire maintenant, le smartphone, le prix du smartphone égale 3 fois le prix des chaussures, par exemple. Donc, j'ai déterminé le prix du smartphone en fonction du prix du chaussure. C'est bon. Euh, Ça, c'est le prix relatif. Mais les classiques, ils peuvent déterminer le prix relatif en fonction des coûts de production. Par exemple, il est qu'un le prix d'un bien A sur le prix d'un bien B, qui s'appelle le coût du bien A sur le coût le bien I. Non, le prix, il va être déterminé sans recours à la monnaie. Parce qu'il s'agit d'un rapport entre les prix des biens et le rapport des coûts de ces biens. C'est bon? Donc là, on peut déterminer le prix. Donc la qualité de la monnaie n'a aucun effet sur le prix relatif. Donc l'ensemble des informations, ce sont relatifs à la théorie classique. Les prix absolus, et ici les classiques ont été obligés de partir de le sphère réelle vers le sphère monétaire pour déterminer le prix. Et en raisonnant, les classiques néoclassiques avaient développé la théorie monétaire dans le cadre de la théorie quantitative de la monnaie, TQM. Donc, c'est une théorie qui est très importante. On va voir l'équation qui a été développée par Irving Fisher. Donc, on va voir la théorie quantitative de la monnaie qui établit une relation de causalité parfaite qui va de la quantité de la monnaie en circulation vers le niveau général de prix. يعني la théorie quantitative de la monnaie, alors il fait le lien ou bien la relation de causalité
entre la masse monétaire en circulation et le niveau général de prix. Très bien. Donc, cette équation a été développée par John Stuart Mill et Irving Fisher. Ils vont transformer le lien entre le prix et la quantité de la monnaie en circulation, entre le prix et la masse monétaire, en équation qui donne. C'est l'équation qui a été développée M fois V égale P fois T. MV égale PT. Donc, la masse M, il y a quoi? C'est quoi M? Il y a la masse monétaire fois V. V, il y a la vitesse de la circulation de la monnaie. P, ou le niveau général des prix. T, ou le volume de transaction. Donc, on va expliquer chaque élément pour le considérer. M, il y a la masse monétaire, la quantité de la monnaie en circulation. P, ou le niveau général des prix. عندنا T هو le volume de transaction, il est constant parce qu'il dépend du niveau de production et comme la production est de plein emploi, les machines et les main-d'œuvre sont toutes utilisées au maximum. Et là, T هو le volume de transaction que s'effectue chaque mois ou bien chaque année. كنلاحظوا أن le volume de transaction ne varie pas très rapidement parce que il dépend de la production. Le niveau de production est augmentable comme ça, il varie le volume de transaction. C'est pour cette raison on considère que T est constante. V, c'est la vitesse de la circulation de la monnaie. Donc, la vitesse de la circulation de la monnaie, elle dépend des habitudes des agents économiques et qui ne changent pas très rapidement. Telle la vitesse de circulation de la monnaie, euh, elle dépend des habitudes des agents économiques. Chaque combien il achète, combien il dépense, on voit que la vitesse ne change pas très rapidement. Donc, là, V et T, il s'agit des constantes. Si on fait الاختزال ديال هاد les deux rapports, alors بحال غيولي عندنا M كتساوي P, c'est-à-dire la masse monétaire dépend du niveau général des prix. C'est bon? Donc, ici, on a terminé avec la théorie classique, classique. Maintenant, on passe pour la théorie keynésienne. Donc, déjà, la théorie keynésienne avec John Maynard Keynes, c'est un économiste macroéconomique. Il adopte une approche active de la monnaie et pour lui, la monnaie est désirée pour elle-même. Et il y a trois motifs à répondre. Très bien. Ici, pour John Maynard Keynes, c'est un économiste macroéconomique. À l'encontre de la théorie classique et néoclassique, lui, il considère que la monnaie, elle est active, c'est-à-dire, l'approche est active, c'est pas neutre. Les classiques, l'approche active. Donc, là, je vois l'opposition. C'est bon? Pour lui, la monnaie est désirée pour elle-même. Et il y a trois motifs à répondre. Très bien. Dans trois les raisons, les motifs pour lesquels on utilise la monnaie. Le premier, c'était par rapport à un motif de transaction qu'on appelle, c'est-à-dire la monnaie, il est utilisée pour échanger. C'est-à-dire, je vais désirer la monnaie pour échanger un bien contre la monnaie. C'est bon? Le motif de transaction, il est bien clair. Le motif de précaution. Le deuxième motif, c'est de précaution. C'est-à-dire, je vais garder la monnaie pour le futur, pour des achats ultérieurs. C'est-à-dire, le motif de précaution, ça veut dire, je vais garder la monnaie pour le futur. Le troisième motif, c'est un motif de spéculation, c'est-à-dire investir en bourse, investir en des actifs financiers, etc. Donc, le troisième motif, c'est un motif de spéculation. Donc, l'essentiel, on va dire que les trois motifs de transaction, de précaution, de spéculation. Très bien. Les deux premiers motifs, les mouvements de transaction et précaution, les deux premiers motifs, ils sont en fonction du revenu du consommateur, ou bien de l'agent économique plutôt. Les deux premiers motifs de transaction et de précaution, alors ils sont en fonction du revenu, c'est-à-dire la demande de la monnaie active. On fait un M1, c'est-à-dire la masse monétaire, alors il dépend de Y, c'est-à-dire le Y ou le revenu. C'est bon? Donc c'est la demande de la monnaie active. Parce que le volume de transaction il va effectuer
euh, l'argent économique, c'est en fonction de revenus ديالو. Le motif de précaution, c'est-à-dire combien il va garder de la monnaie pour le futur, c'est en fonction de le revenu ديالو. Donc, les deux premiers motifs sont en fonction du revenu et ce qu'on appelle yani, la demande de la monnaie active. Le dernier niveau de spéculation, c'est en fonction du taux d'intérêt dans la bourse. Donc, ce qu'on appelle la monnaie oisive. La monnaie oisive, M2 égale, ou bien il est en fonction de I. I ou le taux d'intérêt. Donc, pour investir en bourse, alors on va consacrer de la monnaie pour investir en bourse, ça en fonction du taux d'intérêt. Kulma, quand les rendements des actifs ils sont importants et ils sont intéressants, on va investir plus et vice-versa. Donc, c'est le motif de spéculation. Donc, les deux premiers motifs, ils sont en fonction du revenu. Le dernier motif, il est en fonction du taux d'intérêt. C'est bien clair? Donc, le raisonnement keynésien, c'est un raisonnement à court terme. À court terme, c'est très essentiel. هنا Keynes a dit un jour que au futur, ils ne seront tous morts. Voilà. Donc le raisonnement keynésien, Keynes, avec son raisonnement, il raisonne à court terme. Parce qu'on doit penser à le court terme, parce qu'à long terme, on sera tous morts. Avec une approche intégrationniste de la monnaie qui peut influencer les variables réelles de l'économie. D'où la nécessité de l'intervention de l'État. Maintenant, on voit très bien que Keynes, il recommande l'intervention de l'État, euh, voilà, et ne pas laisser les marchés à eux-mêmes, ne conduisent pas à l'équilibre. Parce que parfois, il faut que l'État intervienne pour régler yani, le marché. Et aussi la nécessité de partir du principe de la demande effective anticipée, parce que les problèmes du marché, ce n'est plus aujourd'hui d'offre, mais de la demande. C'est-à-dire, on va attendre que la demande du consommateur ou bien des agents économiques et on va répondre à cette demande. C'est la demande anticipée. Donc, c'est comme ça le raisonnement keynésien. Maintenant, si on veut y résumer, on peut dire que le motif de transaction et le motif de précaution, ces deux motifs permettent la construction de la monnaie active ou transactionnelle, comme on a déjà précisé, et le motif de spéculation permet la construction de la monnaie oisive. C'est bon? Maintenant, la théorie monétariste. Euh, c'est c'est une théorie liée très essentielle. Les hypothèses de la théorie monétariste, c'était avec Milton Friedman. Milton Friedman, c'est à lui qui revient le mérite de formuler le noyau central du monétarisme à partir des années 70. Parce qu'il faut savoir que le monde avait vécu la stabilité après la crise de 1929, mais à cause de l'intervention de l'État, euh, et voilà, l'intervention de l'État, les moments stables, a conduit, tout ça a conduit à la déclenche de l'inflation. Ce qui a déclenché l'inflation et euh, le monde entier a vécu la période euh, inflationniste, très inflationniste, notamment aux États-Unis les années 60, mais avec l'approche monétariste qui adopte une approche de monnaie exogène active, c'est l'approche de synthèse entre les trois approches qu'on a vues. Donc, la demande de la monnaie, elle dépend de plusieurs variables. À savoir, on va voir les trois variables اللي كتعلق بهم la demande de la monnaie. أول حاجة la richesse de l'individu, la richesse qu'il détient. Les rendements anticipés des actifs qui forment le patrimoine de l'individu, c'est-à-dire comment il est avec le rendement des actifs de l'individu, et le coût, ou bien les coûts de préférence de l'individu. Donc, c'est bien sûr les variables qui ont été pris par Milton Friedman lors de la rédaction de son équation de demande de la monnaie.